À partir du 1er mai, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région du Tonki. Le président de la République sera accompagné de son épouse, Dominique Ouattara, qui, pour soulager les populations, a fait d'importants dons à celles de Biankouma et de Kabakouma. Les femmes parlementaires sont en formation à Grand-Bassam. Elles réfléchissent sur les droits des femmes et l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire. Débutée ce samedi, la formation prend fin lundi. En sport football, grande soirée pour le football ivoirien. L'équipe nationale des moins de 17 ans a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations des cadets ce samedi à Marrakech au Maroc. Jusqu'ici, les éléphantaux n'avaient jamais fait mieux qu'une 3e place décrochée en 2005. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pendant cette demi-heure d'information. Rendons-nous à Biankouma, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour vivre déjà ce qui s'y passe à quelques jours de l'arrivée du président de la République dans la région. Vous le savez, du 1er au 4 mai prochain, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région du Tonki. Le président de la République sera accompagné de son épouse, Dominique Ouattara, qui, pour soulager les populations, a fait d'importants dons à celles de Biankouma et de Kabakouma. Le compte rendu de Mamadou Kouassi depuis ces régions. La caravane de bienfaisance et de solidarité initiée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a marqué une halte à Kabakouma, village natal de feu le général Robert Gueye. Le centre de santé de ce village, situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, bénéficie d'un équipement total en matériel médical et en personnel. Des dons composés essentiellement de mobilier de bureau et de matériel biomédical, dont des tables d'accouchement et des lits d'hospitalisation. Un seul objectif recherché par la présidente de la Fondation Children of Africa: permettre aux populations de mieux se soigner. L'élan de solidarité s'est poursuivi dans la commune de Biankouma. Ici, ce sont des kits alimentaires et du matériel médical qui ont été remis aux cantines des écoles et à l'hôpital général de Biankouma. Les femmes des différentes associations et coopératives ont bénéficié également du matériel agricole, des décortiqueuses et des machines à coudre. À travers ces différents dons, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, veut réduire le taux de pauvreté et permettre aux femmes de se prendre en charge afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Elle a compris que pour que les enfants se portent bien, il faut que les mamans elles-mêmes se portent bien et qu'elles soient heureuses. C'est pourquoi la Fondation a, en plus des activités qui concernent les enfants, depuis quelques années, travaille maintenant aussi pour les femmes. Femmes de Biankouma, votre sœur pense à vous, elle s'intéresse à votre vie. Elle dit qu'il faut que vous ayez des activités qui vous permettent d'avoir un peu d'argent pour vous occuper de vos familles, pour aider vos maris. Mais pour cela, il vous faut de l'argent. Et votre sœur en est consciente. C'est pourquoi elle a créé un fonds qu'on appelle le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. L'argent est déjà à la disposition de nos partenaires. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Maboutou-Akeus, a saisi l'occasion pour exhorter les populations à faire de la prochaine visite du chef de l'État dans la région du Tonki une réussite. Il faut rappeler que le couple présidentiel va effectuer une visite d'État dans la région du Tonki à partir du 1er mai prochain. Cette visite sera marquée par la tenue d'un conseil des ministres amants, ainsi que la remise des premiers chèques du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et j'ajoute pour dire que la visite du chef de l'État dans la région sera marquée par un conseil des ministres qui se tiendra dans la sous-préfecture de Mans. C'est une première dans la région. Les droits des femmes et l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire, c'est le sujet de la formation des femmes députées. Elles sont réunies à Grand-Bassam depuis ce samedi. Ce renforcement de capacité prend fin le lundi 29 avril. On en parle avec Victorine Yaoyoboué. Sur les 255 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, seulement 25 sont des femmes. Étant donc minoritaires au Parlement, ces femmes députées veulent user de leur position pour faire de l'égalité des sexes une réalité en Côte d'Ivoire. Nous avons un problème, nous femmes députées de Côte d'Ivoire, c'est le problème du quota et de la parité. Nous souhaitions qu'après ce séminaire, nous puissions avoir d'abord le quota et par la suite la parité. L'arsenal juridique existe, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Alors j'attends des animatrices qu'elles nous donnent des stratégies pour amener les uns et les autres à jouer leur partition.
Plusieurs parmi les femmes parlementaires ont compris qu'il ne faut plus se contenter de demander. Il s'agit désormais d'arracher cette égalité. Et il n'y a que le leadership pour faire la différence. Nous avons des femmes qui viennent d'autres pays, des experts. Le partage d'expériences permet d'économiser du temps dans l'action. Donc avec des expériences nouvelles, nous pensons pouvoir mener des actions nouvelles. Il ne faut pas attendre qu'on vienne de faire une place au soleil. Il faut se battre. Nous les femmes, on devrait se retrouver entre nous et puis proposer les projets de loi. Ça ne doit pas toujours venir des hommes. Aka Véronique est la seule femme députée et présidente de conseil régional à l'issue des dernières élections en Côte d'Ivoire. Elle est un exemple aujourd'hui du leadership féminin. Son secret, selon elle, c'est se mettre au service de la jeunesse, des femmes, les couches les plus vulnérables. C'est à cela que les expertes de l'Union interparlementaire chargée de la formation veulent amener toutes les femmes parlementaires. Si on y ajoute tout l'arsenal juridique en vigueur, c'est certain que les femmes retrouveront la place qui est la leur en Côte d'Ivoire. Et parlons des femmes Leaders 2013, la 3e édition du Forum du leadership féminin s'est ouverte pour encore encourager le leadership féminin en Côte d'Ivoire et en Afrique. Espace de rencontres, d'échanges et de promotion, ce forum va célébrer et encourager la femme leader africaine et valeureuse dans toutes ses dimensions. Des détails sur cette rencontre féminine avec Patricia Omoitia. Ces femmes sont des héroïnes du quotidien. Elles ont montré leurs compétences dans plusieurs domaines, tels que le droit, l'enseignement universitaire, le journalisme, la musique, le management. Peu importe leurs activités, elles arrivent toujours à s'occuper de leur foyer et à apporter leur pierre à l'édifice. À côté de moi, il y a un homme qui faisait ce qu'on appelait frigolo. 2 à 5 francs. Je suis parti payer pour 100 francs pour mettre dans mon frigo. Le même jour, c'est fini. J'ai payé pour 200, ça faisait 400. Au bout d'un mois, j'ai touché déjà 20 000. Et quand je prends les 20 000 pour vendre le frigo, je suis dans 40 000. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai arrêté mes études très tôt et j'ai commencé avec 5 000 francs. Je suis allée à Noé avec 20 000 francs. Après, je suis allée à Accra avec 50 000 francs. Koumassi d'abord, et puis Accra, et puis au Bénin, et au Nigeria, j'allais avec 1 million. Et maintenant, je voyage avec 2 millions, 5 millions pour faire le commerce. Et je rends grâce à Dieu. C'est pourquoi Leaders 2013 organise pour la 3e fois consécutive le Forum du leadership féminin. Satisfaite des éditions précédentes, la structure entend honorer davantage la gente féminine pour ses engagements dans les combats de développement. C'est le moyen pour nous de venir nous exprimer, de venir partager nos expériences, mais aussi c'est un moyen pour nous à la fin de récompenser les femmes qui pour nous se seront avérées être les meilleures et les plus performantes dans leur secteur d'activité. La Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire est une organisation non gouvernementale créée en avril 2003. La coalition a pour objectif de donner à la femme sa véritable place dans la reconstruction et le développement économique de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, après la proclamation des résultats qui a suscité des mécontentements à Adjamé, la mairie de la commune est restée fermée. Mais les choses sont revenues dans l'ordre à Adjamé depuis les appels au calme lancés par les autorités. Hier, une fois de plus, 5 des candidats malheureux ont appelé au calme. On en parle avec Léon Brou. Mairie d'Adjamé, district d'Abidjan, ce vendredi. La cour est vide de son monde habituel, pas même un agent municipal ni le maire à son poste. Les indiscrétions confient que ce calme dure depuis la proclamation par la commission électorale indépendante des résultats des élections municipales du 21 avril dans cette commune. À l'origine, une protestation de population contre la victoire du candidat du RDR, le maire sortant Issouf Sila. Sur la question, Soumaoro Farikou, Sekou Balo, Bakary Fofana, Diakona et Dompe Léon rejettent toute responsabilité. Ces 5 candidats indépendants, tous déclarés vaincus, expliquent que les populations manifestent d'elles-mêmes leur mécontentement et les s'insurgent contre la violence et appellent à l'apaisement. C'est le lieu pour nous d'appeler cette population au calme, à la retenue et à la sérénité.
car la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de troubles en ce moment. Reste donc que cet appel soit entendu pour que rouvre la mairie d'Adjamé, dont la fermeture occasionne certainement de nombreux désagréments aux usagers. L'Institut national polytechnique de Yamoussoukro ne va pas bien. La preuve, le vieillissement des bâtiments et des matériels de travail des étudiants. Et malgré les initiatives de la nouvelle direction générale, la restructuration de l'Institut peine à débuter. Alors le jeudi dernier, 16 agences des Nations Unies étaient à Yamoussoukro pour visiter l'Institut et signifier leur engagement pour la rénovation de l'établissement. Patricia Omouritia. Des bâtisses qui, de l'extérieur, ont fière allure, mais l'envers du décor laisse entrevoir des fissures. L'Institut national polytechnique de Yamoussoukro est à l'épreuve du temps, tant au niveau des infrastructures que de la formation dispensée. Au XXIe siècle, on travaille avec les machines à commande numérique. On en a encore avec les anciennes machines. Donc ça rend le travail un peu difficile, ça fait qu'on est un peu déphasé. La nouvelle direction générale de l'INPHB est à la tâche pour redorer le blason de cet institut de référence en Afrique. Nous sommes dans la phase de recherche d'idées, de stratégies pour réhabiliter en profondeur l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Donc il est de notre devoir d'associer tous les acteurs possibles, y compris les agents du système des Nations Unies. Nous leur avons demandé de venir ici à Yamoussoukro pour qu'on leur présente les activités de formation, de recherche et surtout d'assistance conseil qu'on pourrait développer auprès des entreprises. Les agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire entendent contribuer à redynamiser l'INPHB. Cette école mérite qu'on l'aide. Et en tout cas, pour ce qui concerne le Bureau international du travail que je représente, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place un partenariat pour permettre à cette école de se mettre en rapport avec le Centre international de formation de Turin, qui quand même est un centre d'excellence. Il y a des partenariats concrets avec cette institution nationale de polytechnique dans la réalisation de différents projets qui sont en cours, mais aussi dans la participation d'un programme qui est en train de se formuler sur l'emploi des jeunes dans différents domaines. En ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures, l'INPHB a pu obtenir un financement de l'Agence française de développement en février dernier. 2 ONG américaines viennent en aide à l'hôpital régional d'Alzopé. La banque de sang de l'hôpital a été construite et équipée. Ces ONG ont également équipé la pharmacie, le laboratoire d'analyse de l'hôpital. Coût de ces actions, 500 millions de francs CFA. Philippe Carter III, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, s'est rendu à Alzopé pour visiter ces installations. Emmanuel. Plus besoin à l'hôpital régional d'Alzopé de se référer à la banque de sang d'Abidjan pour disposer de produits sanguins. L'hôpital recueille sur place désormais 99% de sa demande locale grâce à l'ouverture d'une banque de sang. Et cette autosuffisance est à mettre à l'actif des populations, elles qui depuis l'ouverture de la banque de sang viennent régulièrement faire don de ce liquide si cher à la vie. L'hôpital reçoit environ 500-600 accidentels là-bas par an, ce qui fait une cinquantaine par mois. Et donc avec l'installation de la banque de sang, aujourd'hui on n'a plus besoin de référer les malades et les blessés à Abidjan. Parce qu'au laboratoire, à la maternité, il y a les cas d'hémorragie, on a besoin de sang. Les cas d'anémie, on a besoin de sang. Et avant l'installation de la banque de sang, on perdait environ 2 à 3 bébés par mois parce qu'il n'y avait pas de sang. La construction et l'équipement de cette banque de sang est l'œuvre du PEPFAR et de Ariel Glaser, 2 ONG américaines qui interviennent dans la lutte contre le VIH-Sida. Dans ce même élan de générosité, elles ont également équipé la pharmacie et le laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital. Coût de ces dons, 500 millions de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Philippe Carter III, s'est rendu à Alzopé pour s'assurer de la bonne utilisation des dons. C'était une visite très importante. Pourquoi? Parce que le contribuable américain, par le programme de PEPFAR, nous avons investi beaucoup ici à cet hôpital. Tout ça, c'est un investissement profond de l'ambassade des États-Unis, représentatif de le contribuable américain. Et c'est clair que nos efforts ici, ça a renforcé la capacité de cet hôpital d'être un hôpital de référence. L'occasion était aussi propice pour le directeur de l'hôpital de faire des doléances, notamment l'acquisition d'appareils biomédicaux
pour le laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital. Aux populations, Dr Sissé Moussa souhaite qu'elles continuent de donner de leur sang afin d'éviter une rupture. Et Patricia Omouetia nous conduit à Soubré où se déroule la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les familles sont invitées à présenter leurs enfants âgés de 0 à 5 ans pour recevoir leur dose de vaccin contre la polio. La cérémonie de lancement des journées de vaccination contre la poliomyélite a eu lieu à Buyo, ville choisie par le district sanitaire de Soubré. Les séances d'information et de sensibilisation dans les villes de Soubré, Upoyo et Buyo ont pour objectif l'implication totale des populations et des autorités administratives et politiques, indique le directeur départemental de la santé, Ndri Raphaël. L'objectif du gouvernement est d'atteindre un taux de couverture vaccinale de 95%. Pour une population cible d'environ 500 enfants, le district sanitaire de Soubré a mobilisé plus de 2000 enfants. Le préfet de Buyo, Djebidje Archil, exhorte les populations à surmonter les préjugés afin de mettre les enfants à la disposition des agents vaccinateurs. Pour donner l'exemple, les autorités administratives et politiques ont tour à tour administré le vaccin contre la polio aux enfants de 0 à 5 ans. Cette année 2013, la République togolaise a 53 ans. Afin de commémorer cet anniversaire, la jeunesse togolaise en Côte d'Ivoire a organisé une prière œcuménique pour la paix et la réconciliation pour le Togo et la Côte d'Ivoire. Honorine Agnegoré nous en parle. Les 53 ans de l'indépendance du Togo, pays frère de la Côte d'Ivoire, ont été célébrés dans la prière sobrement au consulat du Togo en Côte d'Ivoire. Ce samedi, la jeunesse togolaise, soucieuse du développement harmonieux de ce pays, y a organisé une prière œcuménique où chrétiens et musulmans ont élevé leur voix vers le Seigneur pour que sa main soit sur le Togo, afin que l'entente, la tolérance et la paix y règnent. Nous voulons la réconciliation et la paix. La réconciliation au sein de la communauté togolaise d'abord. Togo sans oublier la Côte d'Ivoire, notre pays d'accueil. Car tout ce que nous avons ici, nous en bénéficions grâce à la Côte d'Ivoire. Que je sois du nord, du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest, que nous puissions vivre dans toute tranquillité. Dieu aime la réconciliation. La première des choses, c'est d'accepter la diversité. C'est pourquoi le Coran nous incite, n'est-ce pas, à accepter l'autre tel qu'il est. Les Togolais veulent que la paix et la réconciliation soient prônées par tous au Togo. On veut la paix au Togo. Tous les Togolais qui sont au Togo, ils n'ont qu'à unir ensemble. La guerre, ça détruit nos pays. Ça détruit les élèves. Les autorités du Togo en Côte d'Ivoire sont solidaires de cette prière. Pour l'occasion, nous avons tenu compte des réalités du pays pour demander une prière, afin que Dieu puisse mettre la main sur le cœur de tous les Togolais et que nous puissions enterrer, n'est-ce pas, les haches de guerre, et main dans la main, reconstruire un Togo réconcilié dans la paix. Les Togolais ont aussi prié pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. L'Église universelle du Royaume de Dieu a un nouveau temple baptisé le Cénacle du Saint-Esprit. L'édifice situé à Djamé-Renol a été consacré le week-end dernier et fait désormais office de siège de l'Église présente en Côte d'Ivoire depuis mai 1995. Emmanuel. C'est ici, dans ce temple, que les fidèles chrétiens de l'Église universelle du Royaume de Dieu d'Adjamé vont désormais converger pour la célébration des différents cultes. Baptisé le Cénacle du Saint-Esprit, la construction de ce temple qui fait office de siège a duré 5 ans. 5 ans de dur labeur que les fidèles entendent célébrer dans la ferveur et la joie ce dimanche à la messe inaugurale. Construit sur une superficie de 12 600 m², cet édifice abrite un dispensaire, une librairie, des salles de classe et une salle de conférence. L'Église universelle du Royaume de Dieu est installée en Côte d'Ivoire depuis mai 1995. Elle revendique à ce jour 20 000 fidèles et une quarantaine de temples de prière. La messe inaugurale de ce temple est prévue demain dimanche. Et puis cette information en bref, le 1er mai, c'est la journée internationale du travail. Mais sachez que demain dimanche 28 avril, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Cette journée est une campagne destinée à promouvoir un travail sûr, décent et salubre. Le thème de cette année est la prévention des maladies professionnelles.
Parlons culture dans ce journal. L'art au service de la promotion du travail et surtout du travail bien fait. C'est l'objectif de la 4e édition de l'exposition Art Nature à Katadji. Il est question de promouvoir les talents ivoiriens dans les domaines de la peinture, de la sculpture et du mobilier africain. Une trentaine d'artistes sont réunis à Katadji dans la commune de Sikinsi aujourd'hui, samedi et demain. On en parle avec Fatou Fofana. De la musique instrumentale, des peintures, des sculptures et mobilier d'Afrique, mettez le tout dans un environnement paradisiaque et vous êtes à l'exposition Vente Art et Nature de Katadji dans la commune de Sikinsi. En déplaçant toute une galerie d'Abidjan dans un espace ouvert, dans une nature qui est belle, mettre deux beautés côte à côte, les mettre en synergie, ça éveille chez les gens, ça réveille des émotions très intenses. À l'exposition Art et Nature de Katadji, artistes anonymes et célèbres se côtoient. Chacun y va de sa technique et selon son inspiration du moment. Je suis dans le semi-figuratif. C'est-à-dire, je ne prends pas le temps de dessiner, mais je suggère les éléments pour qu'on puisse reconnaître un bâtiment ou un personnage. Je suis en train de construire une ville parce que l'artiste est le témoin de son temps. Les amoureux de l'art et de la culture ne se sont pas fait prier pour effectuer une visite dans cette galerie d'art à ciel ouvert. Vraiment, les Ivoiriens ont de l'imagination. L'artiste qui a présenté ces objets-là, il se procure des petites choses pour créer son art. Et je vois que c'est très beau, c'est bien présenté. Une trentaine d'artistes participent à cette 4e édition de l'exposition Art et Nature de Katadji autour du thème « Célébrons le travail ». Art et Nature de Katadji édition 2013 referme ses portes ce dimanche par un concert de jazz dénommé « Jazz en forêt ». Dans le reste de l'actualité, parlons de la visite effectuée par le ministre français de la Défense au Niger. Jean-Yves Le Drian a débuté une tournée qui le conduit dans le pays et des questions importantes seront abordées. Regardez. Entre Paris et Niamey, l'heure est à la convergence de vues sur la situation au Mali. C'est en tout cas ce qui ressort de l'audience accordée par le président nigérien Mahamadou Issoufou au ministre français de la Défense. La France et le Niger sont préoccupés par le refus du mouvement national de libération de l'Azawad de désarmer. En outre, les deux pays sont d'accord sur l'organisation d'élections en juillet prochain au Mali. Il faut qu'il y ait des élections au Mali au mois de juillet. C'est une question de crédibilité. Un pays qui retrouve sa souveraineté ne peut pas continuer à avoir des instances dirigeantes qui ne soient pas légitimes. Seulement voilà, le calendrier électoral soutenu par Niamey et Paris semble avoir du mal à s'imposer à tous les acteurs de la crise malienne. De passage mercredi en France, le vice-président du MNLA a réaffirmé son opposition à la tenue d'élections à la date fixée par Bamako. Il est clair que les Azawadiens ne vont pas voter. Maintenant, si le Mali est prêt à consommer la division en faisant les élections au sud et à laisser le nord, ça, c'est une autre solution. Le mouvement national de libération de l'Azawad se considère toujours en guerre avec Bamako. Le MNLA maintient l'interdiction faite aux soldats de l'armée malienne de fouler le sol de Kidal. Le mouvement rebelle Touareg participe depuis plusieurs semaines à la sécurisation de cette ville du Nord Mali, aux côtés des forces françaises et tchadiennes. Hors du continent, poursuivons l'actualité en bref et en images avec ces informations sur le Pakistan, la Palestine et Israël, le Bangladesh et les États-Unis. Au Bangladesh, les sauveteurs s'acharnent pour dégager une quarantaine de survivants des décombres de l'immeuble qui abritait des ateliers de textile. La police a arrêté 2 propriétaires d'ateliers. Ils ont été inculpés d'homicide dû à la négligence, l'immeuble ayant été construit illégalement. Son effondrement a tué au moins 332 personnes. Depuis mercredi, les manifestations s'enchaînent et de nombreuses usines sont fermées. Les syndicats des ouvriers du textile appellent à la grève dimanche pour réclamer de meilleures conditions de travail.
C'est la plus grosse manifestation de ce type depuis des années. 500 Palestiniens protestaient vendredi contre l'installation de nouveaux colons israéliens dans la bande de Gaza. Ces colons les auraient agressés 2 fois dans la semaine. Les soldats israéliens ont riposté avec des tirs de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Explosion d'une bombe à Karachi devant les locaux d'un parti politique laïque pakistanais. Bilan 10 morts et une vingtaine de blessés. La veille, c'était une autre formation, membre du gouvernement sortant, qui était visée. Ces attentats interviennent juste avant les élections législatives du 11 mai. Les talibans pakistanais avaient récemment menacé les partis laïques. Depuis 2 semaines, une quarantaine de personnes a été tuée dans de semblables attaques. Le Boeing 787 reprend son vol. C'est une compagnie éthiopienne qui, la première, a fait décoller un Dreamliner samedi, un vol de Addis Abeba vers Nairobi. L'autorité américaine de l'aviation a donné son feu vert jeudi à la reprise des vols, après la confirmation des responsables de Boeing que le problème de batterie était réglé. Le 16 janvier, ce problème détecté sur 2 appareils avait entraîné une interdiction de vol sur les 50 Dreamliners vendus dans le monde. Maintenant, direction Chine, plus de 80 000 visiteurs sont attendus au salon de Shanghai. Le secteur de l'automobile connaît une forte pression dans le pays. Le plus important salon de l'automobile chinois ouvre ses portes à Shanghai. Plus de 800 000 visiteurs sont attendus pendant ces 9 jours pour découvrir les 1300 modèles exposés. Dans ce pays de plus d'1 milliard d'habitants, seuls 4 Chinois sur 100 ont une voiture. Un marché en pleine expansion pour les fabricants. Le marché chinois est très important pour nous. Le secteur représentait environ 19 millions d'unités l'année dernière. D'ici à 2020, nous prévoyons que le marché augmente à 30 ou 32 millions. Pour vendre sur le territoire, les firmes internationales s'allient avec les producteurs locaux. Un calcul judicieux qui permettra de satisfaire la demande croissante des villes de l'ouest et du sud du pays. Le groupe Jaguar Land Rover, par exemple, prévoit l'ouverture de 100 nouvelles concessions d'ici à l'année prochaine. Je dois dire que c'est la première fois que nous nous engageons dans ce type de partenariat. C'est aussi la première fois que nous avons une nouvelle usine en dehors du Royaume-Uni. Donc oui, nous devons aussi apprendre de l'intérieur de l'entreprise. Loin derrière les concept cars rutilants, les voitures électriques. Elles ne séduisent pas encore les conducteurs chinois et sont les grandes oubliées de ce salon. En sport, football, voilà que la victoire sourit enfin aux éléphants. L'équipe de Côte d'Ivoire a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Ce samedi à Marrakech, au Maroc, les Ivoiriens ont gagné cette CAN cadet 2013 face au Nigeria. La sélection ivoirienne a arraché le trophée après une finale très disputée avec l'équipe du Nigeria par 5 tirs au but à 4, alors que les 2 sélections s'étaient neutralisées 1-1 lors du temps réglementaire. Benson Piraka. Quand il est petit, l'éléphant mange beaucoup et son appétit est sans fin. Après avoir tout dévoré sur leur passage dans cette canne, les éléphantos tenaient à aller jusqu'au bout de leur aventure. Les petits aigles nigériens l'ont appris à leurs dépens, eux qui ont en plus eu l'outrecuidance d'énerver l'éléphanto en inscrivant le premier but de la partie. L'éléphant a bonne mémoire, c'est connu, et les éléphantos se sont souvenus que c'est bien le Nigeria qui a éliminé la Côte d'Ivoire dans la CAN des seniors. La réaction de nervosité est alors préjudiciable au Nigeria qui concède l'égalisation réussie par Bédia. 1-1, l'affaire se règle au tir au but et la ténacité ivoirienne vient à bout des Nigérians. Un tireur de pénalty. C'est tiré et ça rentre au fond des filets. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique des U17 ans historique. Cannes, c'est Cannes, dirait l'autre. Et les cadets ivoiriens offrent à la Côte d'Ivoire l'occasion tant espérée de se hisser au sommet du football africain. Savourons ce plaisir sans retenue et réservons-leur un accueil à la mesure de leur exploit.
Et avant de terminer ce journal, je vous rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera à partir du 1er mai prochain une visite d'État dans plusieurs départements de la région du Tonki. Avant cet événement, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a fait parler son cœur. Elle a fait des dons aux populations de Biankouma, comme vous le voyez sur ces images. Ce journal est terminé donc, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.